Bonjour et bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Bonjour Martine. Bonjour Alain, vous allez bien depuis la dernière fois? Écoutez, très bien. Aujourd'hui Martine, nous allons parler du cancer du sein. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce sauve des milliers de vies. Au sommaire d'À tout santé, un premier reportage nous amènera à l'Institut Paoli Calmette, où nous retrouverons le docteur Buttarelli qui nous présente une nouvelle technique pour soigner le cancer du sein. Nous accueillerons sur le plateau le professeur Anthony Gonçalves, oncologue spécialiste du cancer du sein. Pour notre rubrique Parole d'expert, nous aurons le professeur Fabrice Barlési qui nous présentera une nouvelle pratique thérapeutique, l'immunothérapie. Et puis, dans notre second reportage, nous partirons sur les traces des régatroses, un événement qui a pour objectif de sensibiliser les femmes au dépistage et à la prévention du cancer du sein. Ensuite, nous accueillerons sur le plateau Cécile Desten, vice-présidente de l'association SOS Cancer du sein, et Véronique Talon, une patiente qui a accepté de venir témoigner avec nous. Enfin, pour notre chronique pédagogique, le docteur Hervé Collado nous parlera de l'impact psychologique de la maladie. Et enfin, nous terminerons avec la revue du web présentée par Jeanne Vermèche qui nous parlera d'un événement original à propos des perruques. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et sans plus attendre, nous allons à l'IPC, un reportage présenté par Samuel Collin. Là, c'est une patiente donc, de 80 ans qui venait pour une petite tumeur du sein qui se prêtait bien à une technique ambulatoire qui permet de régler dans la même journée, en rentrant le matin et sortant le soir, l'exérèse de la tumeur, le prélèvement du ganglion sentient pour vérifier qu'il n'y ait pas d'extension ganglionnaire de la tumeur et la radiothérapie, ce qui permet en 25 minutes d'éviter la radiothérapie secondaire qui se fait habituellement sur 6 semaines. La radiothérapie est beaucoup plus précise puisqu'elle est ciblée sur la zone de tumorectomie, puisque c'est dans le site opératoire même de la radiothérapie que c'est irradié. Également, le sein est moins altéré par la radiothérapie puisqu'il n'y a pas toute la glande mammaire qui est prise, mais uniquement la zone tumorale. Le premier temps thérapeutique, c'est de lever la tumeur. On la fait analyser pendant qu'elle dort pour vérifier que tout soit bien enlevé bien au large. On reçoit la pièce à l'état frais, le chirurgien a orienté sa pièce opératoire avec des fils et on va essayer de reproduire cette orientation en mettant des couleurs, un code couleur qui nous est propre. On va trancher la pièce opératoire et on va visualiser à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle l'examen macroscopique, la lésion tumorale. Et si on voit que cette lésion tumorale arrive au contact de l'encre, ça veut dire qu'il peut y avoir un risque qui reste de la tumeur sur la patiente. Et donc on va dire au chirurgien qu'il faut qu'il fasse une recoupe à ce niveau-là. Et on va répondre au chirurgien qui est encore au bloc opératoire, il pourra refaire sa recoupe directement. Une lésion de 21 mm qui se situe à distance des marges de l'exérèse. Et ensuite, on fait la radiothérapie. À l'issue de la radiothérapie, bien entendu, on ferme la plaie opératoire, on fait un petit pansement et la patiente peut rentrer chez elle. Le soir même, elle rentre à la maison et le traitement actif est terminé. On la revoit en consultation quelques jours après. On voit avec elle pour le traitement les anti-hormones qu'on donne classiquement et ensuite on part sur la surveillance. On va dire entre le moment où la patiente est opérée et le moment où il y aura un compte-rendu d'anatomopathologie, il va s'écouler facilement une semaine. Donc c'est quelque chose qui se développe et qui est assez nouveau et qui permet effectivement de faire un traitement combiné chirurgical et radiothérapique dans le même temps sur la journée. De retour sur le plateau d'À tout santé où nous accueillons nos invités. Alors, tout d'abord le professeur Gonçalves, bienvenue, vous êtes oncologue spécialiste du cancer du sein, bienvenue sur ce plateau. Nous avons le professeur Barlési qui est notre chroniqueur expert spécialiste d'oncologie bien sûr, et puis nos deux chroniqueurs récurrents, Jeanne Vermèche et Hervé Collado. Alors sans plus attendre, professeur Gonçalves, Anthony, vous avez, on a vu ces images sur une radiothérapie opératoire. C'est une nouvelle technologie qui s'inscrit dans un ensemble de thérapeutiques et d'aide aux patients. Comment vous l'inscrivez? Est-ce que c'est innovant? Comme cela a été dit, le traitement efficace des cancers du sein, c'est la combinaison de plusieurs armes thérapeutiques, la chirurgie et, depuis maintenant de nombreuses années, la radiothérapie qui permet de réaliser des prises en charge conservatrices qui conservent le sein. Donc c'est déjà un acquis majeur. Ce qui est proposé avec cette technique, c'est de raccourcir le temps de radiothérapie, de le délivrer en une seule fois,
Alors, on a vu, il peut y avoir des bénéfices en termes de précision du traitement, en termes d'effets secondaires sur le plan esthétique, et puis il y a un bénéfice, bien sûr, en termes de temps, puisqu'on peut réaliser l'intégralité du traitement lors du temps opératoire. Et pour des patients qui ont des tumeurs faiblement agressives, qui sont des sujets âgés, pour lesquels le risque de récidive est relativement modéré, eh bien c'est une approche qui permet de combiner un traitement très efficace en un temps très limité. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de thérapie ciblée dans toutes les innovations pour traiter le cancer, et le cancer du sein en particulier. Vous êtes un spécialiste des thérapies ciblées. Qu'est-ce que ça apporte dans cette nouvelle panoplie? Alors, les thérapies ciblées ont d'ores et déjà commencé à transformer le pronostic des cancers du sein. On a au moins 2 grandes thérapies ciblées. La première est une thérapie ancienne, c'est l'hormonothérapie. Une grande partie des cancers du sein sont dépendants pour leur croissance de l'exposition aux hormones, et donc d'interrompre la signalisation hormonale, c'est déjà une thérapie ciblée très efficace qui existe depuis de nombreuses années. Ça concerne combien de patients? 80% des cancers du sein expriment des récepteurs hormonaux et sont donc candidats à ces traitements hormonaux. Mais ce qui est nouveau depuis maintenant quelques années, c'est l'identification d'autres cibles extrêmement pertinentes dans le cancer du sein. Et par exemple, on sait que 15 à 20% des cancers du sein surexpriment une protéine qui s'appelle HER2 et qui est la cible d'un traitement innovant qui bloque l'activité de cette protéine et a transformé l'histoire naturelle des cancers, des patientes atteintes de cancer avec expression d'HER2. Pour identifier cette hormone-là, comment on pratique? L'identification de la cible, elle peut être réalisée par des moyens relativement conventionnels, des analyses réalisées par l'anatomopathologiste sur la pièce opératoire. Et puis, on en parlera probablement dans les minutes qui viennent, il y a des programmes beaucoup plus innovants dans lesquels on utilise des stratégies d'analyse des gènes très sophistiquées, où on peut séquencer les gènes plusieurs centaines en une seule expérience et donc délivrer pour un patient donné un traitement adapté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va vers une désescalade des chimiothérapies? Parce que pendant des années, on a donné beaucoup de chimiothérapie aux femmes, de plus en plus d'ailleurs adjuvantes, même si elles avaient des petites tumeurs. Est-ce que, grâce à cette thérapeutique ciblée, on va réduire ces chimiothérapies? Parce que ce qui fait peur aux femmes dans le cancer du sein, c'est en particulier la chimiothérapie. Alors, ça fait partie des axes de recherche très forts à l'heure actuelle. Essayer d'identifier sur une tumeur donnée, grâce à ces analyses génomiques très sophistiquées, celles qui ont véritablement besoin d'un traitement agressif comportant de la chimiothérapie et celles qui, au contraire, peuvent être guéries au prix d'une hormonothérapie beaucoup mieux tolérée, en tout cas de façon majoritaire. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, les chimiothérapies sont mieux tolérées qu'il y a quelques années? Est-ce qu'on arrive à avoir un peu moins d'effets secondaires? Dans le domaine des cancers du sein, les chimiothérapies efficaces sont relativement semblables depuis une vingtaine d'années. Donc on ne peut pas dire qu'on ait gagné beaucoup sur le plan de la tolérance de la chimiothérapie. Ce que l'on peut attendre, c'est au contraire d'identifier des malades qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. On est dans la désescalade en fait, thérapeutique. Et ça, c'est une façon de faire de la désescalade thérapeutique. Et puis on peut aussi attendre un certain nombre de traitements ciblés, donc plus dirigés contre des acteurs importants dans le développement des cancers, et donc des traitements qui sont potentiellement moins toxiques. Malheureusement, les tests génétiques dont vous parlez ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale en France à ce stade. C'est l'objet du débat actuel. Est-ce que ces tests qui pourraient réduire le nombre de patientes exposées à la chimiothérapie doivent être utilisés de façon large ? Ou est-ce que nous avons déjà, grâce aux outils conventionnels que nous utilisons et qui sont beaucoup moins chers, la possibilité d'épargner de la chimiothérapie à des malades? C'est l'enjeu du débat. C'est pour cette raison que pour l'instant en France, ces tests n'ont pas été jugés suffisamment probants pour obtenir le remboursement, mais c'est une réalité qui évolue et il n'est pas interdit de penser que dans les mois ou les années qui viennent, cette situation se modifie. De manière générale, 90% des cancers du sein se solutionnent. Les 10% restants, quelles sont les pistes? Alors je crois que c'est important de le souligner quand même pour les gens qui nous écoutent. À l'heure actuelle, une tumeur du sein qui est diagnostiquée à un stade précoce, notamment grâce au dépistage, est guérie dans plus de 90% des cas avec un traitement conventionnel. Donc c'est un message positif, un message d'espoir. Après, vous avez raison, il y a un certain nombre de gens qui, malgré les traitements conventionnels, ou d'emblée, parce que leur maladie a un potentiel agressif majeur, se retrouvent dans une situation d'échec, se retrouvent dans une situation réfractaire. Et pour ces patients, nous développons à l'heure actuelle des stratégies innovantes qui sont basées sur le concept de médecine personnalisée. L'idée est en fait d'obtenir du matériel tumoral de ces maladies résistantes au traitement
d'analyser les gènes à l'intérieur par des outils très sophistiqués qui sont capables de nous donner des informations par centaines en une seule expérience. Et ces informations doivent nous permettre de choisir, parmi une panoplie de thérapeutiques plus ou moins ciblées, celle qui a le plus de probabilité d'être efficace. Donc stratégie de médecine de précision, de médecine personnalisée, qui est très enthousiasmante. Merci pour ces différentes explications. Alors, je sais que des spectateurs nous suivent régulièrement et qu'ils envoient des messages et nous en avons pris quelques-uns. Jeanne, peut-être vous pouvez nous faire part des quelques messages que nous avons reçus, des questions des téléspectateurs. Oui, alors il y a notamment Annie qui nous vient d'Aiguille, qui nous demande s'il y a des symptômes propres au cancer du sein. Alors, en général, par définition, les cancers du sein sont peu symptomatiques. La circonstance de découverte la plus fréquente, c'est l'autopalpation par la patiente ou par son gynécologue référent d'une tumeur. Et une circonstance très fréquente également, c'est le dépistage d'une lésion qui n'était pas perceptible par la patiente. Donc il y a peu de symptômes en fait. Qui font découvrir un cancer du sein. C'est important d'aller faire des mammographies régulièrement Absolument. Donc il y a un programme de dépistage de masse qui est gratuit, organisé par l'État et qui propose aux patientes de 50 à 74 ans d'aller réaliser tous les 2 ans une mammographie à la recherche justement de ces tumeurs infracliniques pour lesquelles on peut obtenir des résultats extrêmement positifs. On a une deuxième question. Oui, et Louis de Marseille qui pose la question suivante. Alors, est-ce qu'il y a des cancers du sein pour les hommes? Est-ce qu'on est concerné? Eh bien, c'est une maladie rare, le cancer du sein chez l'homme, mais ça existe. On considère que sur 100 cancers du sein, 1 concerne un homme. Donc 1% des cancers du sein se développent chez l'homme. Vous faites le calcul, il y a environ 50 000 cancers du sein qui sont détectés chaque année. Eh bien, 1% de ces cancers surviennent chez un homme. Il faudrait faire des mammographies aussi? Non, on considère que ce n'est pas une indication, un dépistage mammographique, si ce n'est que certains de ces cancers du sein masculin surviennent dans des familles à risque, dans le cadre de mutations génétiques qui prédisposent à ces cancers du sein. Et donc pour ces patients identifiés, il peut y avoir un intérêt bien sûr à un dépistage. Oui. Écoutez, merci pour ce débat et ces différentes réponses à nos questions. Alors, à cet instant de l'émission, nous allons passer à Parole d'expert avec le professeur Fabrice Barlési. Les progrès scientifiques permettent de mieux en mieux soigner les cancers. On parle beaucoup ces dernières années d'immunothérapie. Professeur Fabrice Barlési, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'immunothérapie pour aujourd'hui et puis pour l'avenir? Alors, je crois qu'avant d'aborder cette chronique, je reprendrai les mots de Paul Valéry. Tout ce qui est simple est faux et tout ce qui n'est pas est inutilisable. On va aborder les choses de manière simple avec d'abord ce premier concept. Notre système immunitaire est formaté pour détruire tout ce qui n'est pas nous. Et donc, il va reconnaître, l'exemple le plus connu est bien sûr tout ce qui est du domaine infectiologique, les microbes, les virus, les bactéries, pour les détruire. Mais les cellules cancéreuses sont aussi des cellules qui sont considérées comme anormales par notre organisme parce qu'elles sont porteuses à leur surface d'anomalies que nous ne portons pas d'habitude. Et donc, l'utilisation de notre système immunitaire dans la lutte contre les cancers est quelque chose qui a été évoqué et tenté depuis relativement longtemps. Et les premières expériences remontent au 19e siècle avec l'introduction de bactéries à l'intérieur de tumeurs qui étaient des sarcomes, avec certains exemples, notamment en Angleterre, de disparition de ces tumeurs suite à ces injections. Bien entendu, ces résultats étaient insuffisants et la compréhension des mécanismes du système immunitaire, de la biologie, ont permis un certain nombre de progrès, et notamment dans le domaine de la vaccination, qui est plus connu notamment dans certaines pathologies gynécologiques, mais également dans le domaine de l'immuno-oncologie et des checkpoint inhibiteurs qui sont les stars du moment. Alors comment marchent ces molécules? L'idée est la suivante, notre système immunitaire va être formaté pour détruire une cellule cancéreuse, mais cette cellule cancéreuse va faire croire au système immunitaire qu'elle fait partie de notre organisme et donc va bloquer ce système. Les nouveaux médicaments aujourd'hui sont capables de bloquer ce système de blocage du système immunitaire, rétablir son activité avec des succès thérapeutiques, notamment dans le domaine des mélanomes, dans le domaine des cancers bronchiques, dans le domaine des tumeurs de vessie et dans les carcinomes urothéliaux. Aujourd'hui,
ces molécules sont un succès pour beaucoup de malades, mais un nombre de malades qui reste insuffisant. Et il nous appartient donc de comprendre chez quel type de patient il va fonctionner, pour quel type de maladie, et au contraire, dans quel cas les mécanismes de résistance vont être supérieurs. Aujourd'hui, Marseille est bien placé dans ce domaine-là, avec la création de Marseille Immunopole, qui va nous permettre de progresser dans ce domaine. Écoutez, merci beaucoup Fabrice, c'est très intéressant et on va suivre avec attention les progrès de cette immunothérapie. Merci à tous nos invités pour ce plateau et nous allons suivre la deuxième reportage. Martine. Oui, vous savez, Octobre Rose est une opération de sensibilisation à la prévention et surtout au dépistage précoce du cancer du sein. Et dans ce cadre, l'association SOS Cancer du sein organise chaque année une régate dans le but de communiquer sur cette cause. Eh bien, nous allons partir à la découverte de cette journée forte en émotion. Un reportage présenté par France Berru. Alors, nous sommes une association qui offre du soutien aux femmes qui sont malades et à leur entourage par différentes façons en fait, par une ligne d'écoute nationale. Octobre Rose, c'est ce qu'on appelle, c'est un mois qui est le mois mondial de sensibilisation au cancer du sein. Pour nous, c'est un mois très important parce que de nos jours, avec les progrès de la médecine actuelle et l'existence du dépistage organisé, on a des moyens de détecter très très tôt et de très bien soigner les cancers. Donc nous, on voudrait en fait faire passer le message aux femmes qu'il faut qu'elles se fassent suivre et qu'il faut qu'elles se fassent dépister quand elles ont plus de 50 ans et suivre régulièrement par un gynécologue quand elles sont plus jeunes pour pouvoir détecter à temps un cancer qui, pris petit, leur permettra d'avoir la vie sauve et peut-être même aussi de sauver leur sein. J'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2014. En fait, je me suis pris tardivement et j'ai été opérée. Et maintenant, je suis, on va dire, en stade après chimio. Donc, je me rétablis doucement. Et là, je suis en reconstruction, en fait, absolument. De toute façon, on est suivi, on est vraiment bien suivi pendant toute la période du traitement et l'après-traitement aussi. Donc, et on vit comme tout le monde. Et je crois même encore plus que tout le monde. Oui. Alors, médicalement, entre guillemets, le traitement du cancer du sein est principalement une association de traitement, associant donc de la chirurgie dans un premier temps, le plus souvent de la radiothérapie sur les traitements conservateurs et de la chimiothérapie au besoin. Hein. Le traitement du cancer du sein est principalement chirurgical en premier lieu. Écoutez, tout à fait. Pourquoi une régate? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est quand on est en mer, on oublie tout. Tout le monde, tous les régatiers vous le diront. Et donc on voulait offrir ce plaisir, ce moment d'évasion à toutes les femmes qui sont atteintes de cancer du sein ou qui l'ont été. Pour la plupart, elles n'ont jamais mis un pied sur le bateau. Et on voulait leur offrir ces sensations merveilleuses, cet oubli de la maladie, au moins le temps d'une journée. Après, pourquoi une régate? C'est parce qu'aussi c'est une manifestation qui est assez médiatique. Voilà, la preuve, vous êtes là. Et donc c'est l'occasion pour nous de reparler du dépistage du cancer du sein et de rappeler aux femmes l'importance de passer des mammographies régulières. Alors la première réaction, c'est sûr que ça fait un choc. Mais quand on analyse les choses, on prend conscience de l'essentiel de la vie et on vit autrement. Il y a un avant-cancer et un après-cancer. Voilà. Rebonjour, vous êtes sur le plateau d'Atout Santé et nous avons le plaisir de recevoir Cécile Esten. Vous êtes vice-présidente de l'association SOS Cancer du sein et Madame Véronique Talon qui est membre de l'association et qui est une ancienne patiente. Bienvenue, vous nous avez rejoint sur ce plateau et nous avons bien sûr nos chroniqueurs qui sont restés avec nous, le docteur Hervé Collado et Jeanne Vermersch. Cécile, peut-être sans plus attendre, là on a vu une opération extraordinaire avec beaucoup de joie, d'émotion, d'enthousiasme. Qu'est-ce qui a conduit à cette création de régate? Alors déjà, c'est l'essence même de l'association et de ce qu'on souhaite apporter aux femmes. On veut juste, nous, apporter un soutien et un réconfort pour que les personnes malades et leur entourage puissent vivre au mieux la maladie. On le perçoit comme une parenthèse dans la vie. Et en fait, l'idée des régates,
Malade, c'était de réunir un maximum d'acteurs de la santé avec les malades ou les personnes en rémission. Et à l'instar de tout ce qui peut se faire au niveau courses, voilà, comme les courses auditionnelles. Ça fait longtemps que l'association existe? 3 ans. 3 ans. Voilà, vous avez combien de membres aujourd'hui? Alors, on doit avoir à peu près 300 membres, mais on a aussi une ligne d'écoute téléphonique nationale. Et on a beaucoup d'appels avec des personnes qui ne sont pas forcément adhérentes à l'association. Donc, pour nous, ce n'est pas tant le nombre de personnes adhérentes qui compte. C'est vraiment le lien direct. Voilà, on est en lien direct avec les malades. Un des objectifs de l'association, c'est la sensibilisation au dépistage. Bien sûr. Alors, si on a un message à faire passer aujourd'hui, en quoi le dépistage du cancer du sein précocement est important? Il est important parce que, en fait, quand la tumeur est prise, quand la maladie est prise à temps, on a quand même plus de chances d'être mieux soigné, d'éviter des risques comme l'ablation mammaire, voilà. Donc, et puis il faut moi, quand j'ai adhéré au sein de l'association, j'étais malade, j'étais en plein cœur de la maladie, et moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'elles n'hésitent pas à s'écouter un petit peu. On veut toutes être des Wonder Woman à travailler, à s'occuper des enfants, de toutes les tâches ménagères, autres, etc. Et quelquefois, on s'oublie, et il faut être à l'écoute de son corps. Et quand on sent un petit signe d'alerte, il vaut mieux aller passer un examen, quitte à ce que, voilà, c'est important, même si pour rien, c'est important. Il faut y aller. Ouais, merci de ce témoignage. Merci. Moi, je voudrais poser quelques questions à Véronique Talon. Je vous remercie d'avoir accepté de venir témoigner parce que ce n'est pas toujours facile de parler de soi et en plus de sa maladie. Mais vous avez accepté de venir nous dire un petit peu dans quel cadre vous avez été diagnostiqué, vous. Comment on a découvert cette maladie chez vous? Mais déjà, moi, j'ai été malade une première fois en 2012. Donc, en fait, j'ai senti moi-même une petite boule. Donc, j'ai été voir le médecin qui m'a dit « Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas d'antécédent dans votre famille. Il y a un risque de cancer du sein pour vous. C'est même pas envisageable. » Donc, on ne m'a même pas fait faire de mammographie. Et j'ai attendu, en fait, 3-4 mois. Il a fallu que j'insiste, en fait, pour en fait passer une mammographie. C'est là qu'on a découvert que c'était une tumeur. Donc, on m'a opéré, on m'a fait une mastectomie. Donc voilà, c'était mon seul traitement en fait en 2012 et j'ai fait une rechute l'année dernière et une petite tumeur du même côté. Donc là, pareil, on m'a réopéré et à la suite de ça, j'ai eu droit à chimiothérapie, radiothérapie. D'accord. Et au départ, ils n'avaient pas pensé que c'était indispensable d'avoir une chimio? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des radiothérapies, chimiothérapie, hormonothérapie. Pas la première fois en fait. C'était une forme de cancer, un carcinome intracanalaire. Et ça ne justifiait pas la radiothérapie et la chimiothérapie. Bon, enfin, aujourd'hui, vous avez l'air assez en forme, même si... Est-ce que c'est vraiment difficile à supporter ces traitements? Parce que beaucoup de femmes à qui on diagnostique cette maladie ne sont pas tellement inquiètes par la maladie, mais par les traitements. Est-ce que vous avez trouvé que c'était dur à supporter? Non, je pense que quand on est dedans, oui, forcément, c'est dur à supporter. Mais avec le recul, en fait, je me rends compte que je l'ai vécu relativement bien. J'ai fini ma dernière séance la semaine dernière et vous avez l'air en forme, c'est gentil, merci. Et l'engagement dans l'association, ça vous apporte l'enthousiasme, la solidarité Oui, c'est une association que j'ai découverte tardivement. Malheureusement, j'ai été faire la régate la semaine dernière. J'ai passé une journée exceptionnelle, avec des gens merveilleux, enfin, une bonne humeur, une bonne ambiance. Mais je pense que, avec le recul, je regrette de ne pas avoir fait partie d'une association plus tôt. Voilà. Et vous avez un message à faire passer aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent par rapport à cette maladie, par rapport à ce cancer? Mais moi, je pense que j'ai énormément changé depuis ce cancer, mais en bien, en fait. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je profite de la vie différemment. En tout cas, bravo, parce que vous avez beaucoup de courage. Et puis, je trouve que c'est important de témoigner, parce que beaucoup de femmes se sentent seules face à la maladie. Elles s'enferment et elles ne veulent pas en parler, alors que peut-être que le fait d'en parler avec d'autres, eh bien, ça permet de mieux la surmonter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, écoutez, merci pour ces témoignages. Maintenant, nous allons passer à notre chronique pédagogique et dans quelques instants, nous allons recevoir Hervé Collado. Hervé Collado. Bonjour. Dans notre rubrique pédagogique, vous allez nous parler de l'impact psychologique de l'annonce du cancer. Et oui Alain, puisqu'on a vu tout à l'heure, on a parlé beaucoup de techniques, mais il y a un impact psychologique qui est énorme. Et
nos deux chroniqueuses ici peuvent en témoigner. Donc en fait, si vous voulez, le cancer en soi, il y a 3 phases. Tout d'abord, il y a l'annonce qui est difficile. Après, il y a la bataille qu'on va livrer. Puis il y a l'après, ce que vous venez de décrire. Donc l'annonce, bien évidemment, c'est un choc. J'enfonce une porte ouverte, puisque en un instant, l'illusion d'immortalité qu'on a tous et sur laquelle on construit notre vie, s'évapore. Donc les réactions, la réaction, c'est une révolte initiale. Et en fait, la maladie, initialement, elle nous donne notre capacité intérieure à reconnaître la réalité. C'est-à-dire, on reconnaît la réalité, on est malade. Suite à ça, il y a la bataille qu'on va livrer derrière. La bataille qu'on va livrer, on va se retrouver des ressources insoupçonnées. Et il y a 2 façons de répondre, on vient d'en parler. Il y a soit, si vous voulez, le repli un peu sur soi-même, on va s'auto-concentrer comme un sportif, ils ne vont pas vouloir en parler. Ou alors, il y a peut-être, et souvent en fait, des personnes qui vont au contraire vouloir être plutôt exaltées, en parler aux amis, à la famille. Et ça, c'est aussi très important d'avoir le réconfort. Et finalement, on se retrouve des ressources insoupçonnées. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a l'après. Une fois qu'on a terminé notre traitement, que reste-t-il de cette expérience? Et je pense que vous l'avez illustré vraiment de manière parfaite, parce que la maladie a pour vertu de réveiller l'existence. C'est-à-dire que ce qui, jusqu'avant, était de couler, la vie coulait comme un fleuve, en fait, d'un coup, on se réveille. Et finalement, ce qui sort, et c'est la philosophie qui dit ça, la maladie a pour vertu de réveiller l'existence. Et quand on réfléchit, guérir, et vous l'avez vraiment dit, ce n'est pas revenir, c'est revenir, mais différemment, avec d'autres motivations, d'autres sources de motivation dans la vie. Merci Hervé. Écoutez, moi je retiendrai guérir, c'est revenir différemment, et je pense que nos invités partagent le même propos. Eh bien, sans plus attendre, nous allons entendre Jeanne pour une chronique du web assez originale. Les chimiothérapies sont responsables le plus souvent de la perte de cheveux. Jeanne, pour votre revue du web, vous êtes allée trouver une initiative très intéressante. Parlez-nous-en. Oui, alors moi aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une association qui s'appelle les Perruques de Joséphine. Alors pas Joséphine l'ange gardien, puisque la médecine c'est pas de la magie, même si en réalité les Perruques de Joséphine c'est une association qui a, sinon exaucé le vœu, du moins a permis à de nombreuses femmes atteintes du cancer de garder espoir. Alors, on l'a vu tout au long de l'émission, c'est pas en un claquement de doigts qu'on soigne un cancer. Mais les Perruques de Joséphine, ça a permis à de nombreuses femmes touchées dans la maladie et dans le besoin de vivre autrement cet épisode de leur vie qui a bouleversé l'image de soi. Alors clairement, ça donne quoi? L'association, elle récolte les perruques d'anciennes malades et elle leur donne une deuxième vie. Puis, elle les redistribue à des femmes qui, à leur tour, en ont besoin, parce qu'une perruque, ça coûte entre 500 et 3000 € et c'est un effort ici financier que de nombreuses femmes ne peuvent pas se permettre. Donc en offrant un second souffle à ces perruques, cette association elle envoie un message d'espoir, de solidarité à celles qui sont touchées directement dans leur féminité. Et pour beaucoup d'entre elles, ces perruques deviennent le dernier rempart contre l'envahissement total de la maladie et un moyen finalement de continuer leur vie malgré tout. Donc les perruques reçues, elles sont lavées, coupées, coiffées, spécialement pour celles qui vont devenir à leur tour les nouvelles gardiennes le temps du combat qu'elles mèneront. C'est une manière de se sentir digne. Et avec ces dons, une page se tourne pour certaines et elle s'ouvre pour d'autres. Donc loin d'être futile, envisageons que si l'espoir ne tient certes pas qu'à un fil, il tient aussi peut-être à des cheveux. Et avec les Perruques de Joséphine, on peut dire que la guerre des cheveux est déclarée. Merci Jeanne pour cette belle chronique que nous partageons tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission À Tout Santé. Nous remercions bien sûr tous nos intervenants, nos invités, mais surtout vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. On se retrouve le mardi 10 novembre pour une nouvelle thématique sur la santé connectée, gadgets ou vraie utilité. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.